La campagne d'Égypte est une expédition militaire française, menée en Égypte par le général Bonaparte et ses successeurs de 1798 à 1800. Son but est de s'emparer de l'Égypte et d'une partie de l'Orient, afin de barrer la route des Indes à la Grande-Bretagne dans le contexte de la lutte entre cette dernière et la France révolutionnaire. Elle se double d'une expédition scientifique, puisque de nombreux historiens, botanistes, dessinateurs et scientifiques accompagnent l'armée afin de découvrir les richesses de l'Égypte. Elle est donc parfois aussi appelée l'expédition d'Égypte, lorsqu'il est question de son apport scientifique. Le 19 mai 1798, 30 Floréa en 6, après l'arrivée du trésor monétaire pillé à Bève, le corps expéditionnaire français quitte Toulon. Elle s'empare d'abord de Malte le 11 juin, puis débarque à Alexandrie le 1er juillet. L'une des plus célèbres batailles de cette campagne, la bataille des Pyramides, se déroule le 21 juillet 1798. Ayant d'abord déjoué la vigilance de la marine britannique, la flotte française est anéantie à Aboukir peu de temps après le débarquement de l'armée. Sur terre, Bonaparte connaît quelques succès militaires en Égypte et en Syrie, mais il échoue devant Saint-Jean d'Acre. Puis, sentant venir un complot politique en France, il échappe au blocus anglais et regagne Paris. Il laisse le commandement au général Kléber, qui après son assassinat est remplacé par le général Menou. Les troupes françaises sont finalement vaincues et quittent l'Égypte en 1800. Préparatifs. C'est le gouvernement du Directoire qui décide de l'expédition d'Égypte. Ils font appel au général Bonaparte, auréolé de succès depuis sa brillante campagne d'Italie. Le but de l'expédition d'Égypte est longtemps tenu secret. Certains pensent qu'il faut éloigner un Bonaparte trop ambitieux. Mais il faut surtout gêner la puissance commerciale britannique, dont l'Égypte est une pièce importante sur la route des Indes orientales. La France n'étant pas prête à attaquer la Grande-Bretagne de front, le Directoire décide d'intervenir indirectement par la création d'un « double port », préfigurant le canal de Suez. Avant le départ de Toulon. Sa destination est un mystère, par crainte de croiser la flotte anglaise de l'amiral Nelson. Seul Bonaparte, ses généraux Berthier et Caffarelli ainsi que le mathématicien Gaspard Monge en sont informés. Bonaparte organise son état-major et choisit ses aides de camp. Comme en Italie, il désigne 8 officiers pour remplir cette fonction. Ce sont Duroc, Beauharnais, Julien, le noble polonais Sulkowski, seul à avouer son inquiétude quant à cette aventure, Croisier, Lavalette, Guibert et Merlin. Il a également sous ses ordres Thomas-Alexandre Dumas, Kléber, Desaix, Berthier, Caffarelli, Lannes, Damas, Murat, Andréossy, Belliard, Menou, Joseph-Louis-Victor Julien, Régnier et Zajaczek. La générale. Elle est sur le point d'appareiller lorsqu'un incident mineur menace de tout compromettre. À Vienne, en arborant le nouveau drapeau tricolore sur l'ambassade de France, Bernadotte, ambassadeur de la République française, provoque une émeute et est contraint de quitter la capitale autrichienne. Le Directoire envisage alors d'annuler l'expédition afin que Bonaparte puisse faire face à l'Autriche. Cependant, après quelques discussions, les affaires s'arrangent et la paix est maintenue. Bonaparte reçoit donc l'ordre de se rendre à Toulon. Prise de Malte. 20 jours après l'appareillage, le corps expéditionnaire se trouve devant Malte. Le grand maître de l'ordre de Malte, Ferdinand von Pech-Bollen, refuse d'accueillir l'armée française pendant une période limitée avant son départ. Bonaparte décide de prendre l'île de force. Avant de quitter l'île, le général français libère les captifs barbaresques et italiens emprisonnés dans ses bagnes. Bonaparte en Égypte, débarquement à Alexandrie. 13 jours après son départ de Malte, la flotte française est en vue d'Alexandrie. Le général Menou, qui partira le dernier d'Égypte, y met pied à terre le premier. Bonaparte et Kléber débarquent ensuite et le rejoignent en la nuit, à l'anse du Marabout, à 13 km d'Alexandrie. Le général en chef, informé qu'Alexandrie a l'intention de lui résister, se hâte de débarquer. À 2 heures du matin, il met ses troupes en marche sur 3 colonnes, arrive à l'improviste devant la ville et donne l'assaut. Les forces égyptiennes cèdent et prennent la fuite.
vers la bataille des Pyramides. Desaix se met en route avec sa division et 2 pièces de campagne. Il arrive, à travers le désert, le 18 Messidor, 6 juillet, à Damanhur. Bonaparte quitte Alexandrie en laissant son commandement à Kléber, qui est blessé. Le général Dugas marche sur Rosette. Bonaparte arrive à Damanhur, où il trouve l'armée réunie. Le 22-10 juillet, les Français se mettent en marche pour Ramanier. La force du vent entraîne soudain les bateaux français au-delà de la gauche de l'armée et les pousse contre la flottille égyptienne. Celle-ci est soutenue par le feu de 4000 Mamelouks, renforcés de paysans et d'Arabes. Cependant, quoique inférieurs en nombre, les Français lui font perdre ses chaloupes canonnières. Attiré par le bruit du canon, Bonaparte accourt au pas de charge. Le village de Chebresse est attaqué et emporté après 2 heures d'un combat acharné. C'est la bataille de Chebresse, à l'issue de laquelle les forces égyptiennes fuient en désordre vers le Caire en laissant 600 morts derrière eux. Après un jour de repos passé à Chebresse, le corps expéditionnaire se remet à les poursuivre. La chaleur est intense et l'armée est accablée de fatigue. Cependant, les Mamelouks se déploient devant le village et ne lui laissent pas de répit. Bonaparte range ses troupes en ordre de bataille. En leur montrant les fameuses pyramides que l'on aperçoit en arrière de l'ennemi, il se serait écrié « Soldats, songez que du haut de ces monuments, 40 siècles vous contemplent. » Et en même temps, il ordonne l'attaque. C'est la bataille des Pyramides, victorieuse pour les troupes françaises. Victoire des Pyramides, désastre naval d'Aboukir. La brigade Dupuis, qui continue à poursuivre les Mamelouks en déroute, entre pendant la nuit dans le Caire, que les Bémourades et Ibrahim viennent de quitter. Le 4 Thermidor, 22 juillet, les notables de la capitale se rendent à Gizeh auprès de Bonaparte, et lui remettent la ville. 3 jours après, il y transporte son quartier général. Desaix reçoit l'ordre de poursuivre Mourad, qui a pris le chemin de la Haute-Égypte. Un corps d'observation est placé à El Kanka pour surveiller les mouvements d'Ibrahim qui se dirige vers la Syrie. Bonaparte se met à sa poursuite, le bat à Salahi et le chasse complètement de l'Égypte, avant de revenir au Caire. Bonaparte envoie son aide de camp Julien, escorté par une quinzaine d'hommes de la 75e demi-brigade, ordonné à l'amiral Bruet, de mouiller immédiatement dans le port Vieux ou de se réfugier à Corfou. Mais lui et son escorte sont massacrés par les habitants du village d'Al-Kham le 2 août. S'il était parvenu à Aboukir, il serait arrivé trop tard, la bataille s'étant déroulée la veille. En effet, le 1er août, l'escadre anglaise de Nelson, après avoir cherché la flotte française pendant plusieurs semaines, la découvre dans la rade d'Aboukir. En quelques heures, 11 des 13 vaisseaux de ligne français et 2 frégates sont pris ou détruits. Les restes de la flotte de l'amiral Bruet, 2 vaisseaux et 2 frégates, s'enfuient. La Royal Navy contrôle dès lors toute la Méditerranée orientale et empêche l'arrivée de renforts français. Bonaparte, l'islam et la culture arabe. Bonaparte adopte néanmoins une partie des coutumes du monde arabe. L'intérêt de Bonaparte pour l'islam, déjà manifeste dans ses jeunes années, se matérialise en Égypte. Il prend le nom de Napoléon Ali et déclare sur la place du Caire un semblant de Shahada, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. Il se fait appeler favori d'Allah, et les Égyptiens le surnomment le sultan El-Kébir. Il semble cependant que malgré sa curiosité et son intérêt réel pour l'islam et la culture arabe, il ait fait ses déclarations par calcul politique. La révolte du Caire. Le 21 octobre 1798, alors que Bonaparte se trouve dans le vieux Caire, la population de la capitale se soulève. Dès la pointe du jour, des rassemblements se formèrent dans les rues. Ils grossirent peu à peu et se portèrent en masse vers la demeure du cadi Ibrahim Ekten Effendi. 20 personnes des plus marquantes lui sont députées. Le vénérable vieillard demande le motif qui les amène. Ils se plaignent d'une mesure fiscale que vient de prendre le chef de l'armée française relative aux propriétés. Ils invitent le magistrat à les suivre chez Bonaparte afin d'obtenir l'abrogation de cette mesure. Bonaparte prend des mesures vigoureuses pour mater la révolte. Il ordonne à ses troupes de repousser les Arabes vers le désert. L'artillerie est braquée vers la ville rebelle. Les insurgés sont acculés et se réfugient dans la grande mosquée Al-Azhar. Par chance pour les Français, le temps devient orageux. Ce phénomène, rarissime en Égypte, est interprété par la population comme un mauvais présage. Les insurgés demandent à Bonaparte d'accepter leur reddition. Il est trop tard, leur fait-il répondre, vous avez commencé, c'est à moi de finir.
Et, tout de suite, il ordonne à ses canonniers de faire feu sur la grande mosquée. Les Français en brisent les portes et s'y introduisent de vive force. Les Égyptiens sont massacrés. Redevenu le maître de la ville, le général en chef fait rechercher les auteurs et les instigateurs de la révolte. Quelques Cheikhs, plusieurs Turcs et des Égyptiens soupçonnés d'avoir fomenté les troubles sont exécutés. Pour compléter le châtiment, la ville est frappée d'une forte contribution, et son divan est remplacé par une commission militaire. Afin d'atténuer les effets produits par le firman dit du grand seigneur, on affiche dans toutes les villes une proclamation qui se termine ainsi. Cessez de fonder vos espérances sur Ibrahim et sur Mourad, et mettez votre confiance en celui qui dispose à son gré des empires et qui a créé les humains. Recherche du canal des pharaons. Étant de nouveau en possession de sa conquête, Bonaparte profite de ce répit pour visiter le port de Suez. Il souhaite vérifier qu'un canal avait été creusé dans l'Antiquité par les pharaons, puis, accompagné de ses collègues de l'Institut, Berthollet, Monge, Lepère, Dutertre, Costaz et Caffarelli, et suivi d'une escorte de 300 hommes, il prend le chemin de la mer Rouge. La caravane atteint Suez en 3 jours. Après avoir donné l'ordre de compléter les fortifications de la place, Bonaparte traverse la mer Rouge et à reconnaître en Arabie les célèbres fontaines de Moïse le 28 décembre 1798. Durant son retour, il est surpris par la marée et manque de se noyer. Arrivé à Suez, il reçoit une députation d'Arabes qui sollicite l'alliance des Français. Après quelques recherches, des traces de l'ancien canal des pharaons Sésostri III et Néchao II sont retrouvées. L'objectif du voyage est atteint. Sur ces entrefaites, le commandement français apprend que Djezar Pacha, surnommé « le boucher », Djezar en arabe, pour sa cruauté, de Syrie, s'est emparé du fort d'El Arik, situé sur la Méditerranée, à proximité de la frontière de l'Égypte avec la Palestine qu'il est destiné à défendre. Ne doutant plus de l'imminence d'un affrontement avec le sultan ottoman, Bonaparte décide de préparer l'engagement. Une expédition de Syrie est donc mise sur pied. Vers la bataille terrestre d'Aboukir. L'armée trouve au Caire le repos et les approvisionnements dont elle a besoin, mais son séjour dans cette ville sera bref. Bonaparte est informé que Mourad Bey, déjouant les poursuites des généraux de Sey, Béliard, Donzelot, Davout, est descendu de Haute-Égypte. Il se met alors en marche pour l'attaquer aux Pyramides, là, y apprend qu'une flotte turque de 100 voiles est devant Aboukir et menace Alexandrie. Bonaparte se rend d'abord à Alexandrie, puis marche sur Aboukir dont le fort s'est rendu aux Turcs. La bataille d'Aboukir, le 25 juillet 1799, est la dernière victoire de Bonaparte en Égypte. Une autre phase de sa carrière commence. Au regard de la faiblesse de ses forces, qui ne lui permettent plus d'entreprendre une expédition d'envergure au-delà des frontières de sa conquête, comme il l'a constaté à Saint-Jean d'Acre. Il décide, afin d'éviter de devoir capituler, ce qui nuirait à son prestige, de retourner en France. Son voyage retour est décidé dans le secret. Un voyage dans le delta du Nil est le prétexte qu'il met en avant pour sortir du Caire sans éveiller les soupçons. Les savants Monge et Berthollet, ainsi que le peintre de nom, les généraux Berthier, Murat, Lannes et Marmont l'accompagnent. Le passage de témoin à Kléber. Le 23 août 1799, l'armée apprend par une proclamation que le général en chef a transmis ses pouvoirs au général Kléber. Cette nouvelle est reçue avec quelques mécontentements, mais l'indignation cesse bientôt car Kléber a fait ses preuves et a la confiance de ses hommes. À la nuit tombante, la frégate La Muiron vient prendre Bonaparte discrètement sur le rivage. 41 jours de traversée se déroulent sans encombre, ce qui est assez surprenant compte tenu du nombre de vaisseaux ennemis qui croisent en Méditerranée. Comme il n'y a pas de malades à bord et que la peste a cessé en Égypte 6 mois avant son départ, le général et sa suite peuvent mettre pied à terre sans délai. À 6 heures du soir, il prend la route de Paris accompagné de son chef d'état-major Berthier. Assassinat de Kléber. Kléber, le nouveau commandant en chef de l'armée d'Égypte, tente de négocier avec les Anglais, mais les conditions imposées par l'amiral Keith lui paraissent inacceptables. Il décide de reprendre la guerre et bat les troupes ottomanes à la bataille d'Héliopoli. Le 14 juin 1800, 26 Prairial en 8, jour de la bataille de Marengo, alors qu'il sort d'un déjeuner chez le général Damas, chef d'état-major, et accompagné de l'architecte Protin. Kléber est poignardé à mort par un étudiant syrien nommé Soleiman El Alabi. Le général Menou, lui succède, et informe Bonaparte du meurtre le 3 juillet 1800.
Sa lettre est publiée dans le Moniteur le 6 septembre suivant, avec la conclusion de la commission chargée de juger les responsables de l'assassinat. La commission, après avoir mis toute la solennité possible à l'instruction du procès, a cru devoir, dans l'application de la peine, suivre les usages de l'Égypte. Elle a condamné l'assassin à être empalé après avoir eu la main droite brûlée, et 3 des chèques coupables, à être décollés et leur corps brûlés. Fin de l'expédition. Une nouvelle offensive anglo-ottomane amène la capitulation du corps expéditionnaire français le 31 août 1801. Menou obtient du général anglais Ralph Abercrombie que l'armée française soit rapatriée par les vaisseaux anglais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront.